Je peux faire ma demande. Oui, oui. Queen, ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer les demandes. Ceux qui ont les histoires, envoyez déjà les demandes. Le temps que les gens se réunissent, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, donc c'est normal que ça traîne un peu. Tu étais passé où depuis? J'attends tes lives. Je suis de retour. Je suis de retour. Allô? Bonsoir. Bonsoir, DFG. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je te suis depuis là, malgré que tu nous avais déjà fui. J'espère que tu vas bien. Bon, moi j'ai une petite histoire à raconter. J'ai une amie qui entretient une relation avec un sugar daddy. Ah, attends. Tu es où comme ça? Tu es dans l'eau? Je suis pas dans l'eau. Il y a l'eau qui tombe à côté là. C'est où tu es vraiment dans la rivière comme ça? Non, non, c'est de l'eau qui sort de la douche. Pardon, regarde à côté de l'eau va nous raconter l'histoire. Faut pas que tu plonges dans l'eau. Tu parles avec nous, pardon. Ah, ok, je me lance. Diminue un peu sa télé. Oui, je disais, j'ai une amie qui entretient une relation avec un sugar daddy. Ce dernier, il ne veut pas faire avec elle, il demande des nudes, elle envoie. Il appelle souvent récupérer de l'argent. Elle dit oh non, moi je suis juste avec lui pour de l'argent, mais ce dernier, il a eu 3 femmes et toutes les 3 femmes sont décédées. Quand on lui parle, elle ne veut pas écouter, elle dit elle est juste là pour son argent. Bon. Nous on se dit peut-être que si on lui parle, elle va dire que c'est la jalousie, qu'on ne veut pas lui voir avec son sugar daddy. Mais elle est sérieuse, elle dit qu'elle est là avec lui. Je sais pas si vous pouvez me donner quelque chose qu'on puisse lui parler. Si on peut te donner quelque chose. Oui, un conseil pour qu'on puisse lui parler, parce que si on lui parle, elle dira peut-être que nous sommes jalouses, on ne veut pas lui voir avec son sugar daddy. Et nous, on fait non, comment pour savoir ce que tu dois dire à ton ami? C'est toi qui connais ton ami, non? Oui, mais si moi je vais vers elle lui parler, elle se dira que je suis jalouse, je ne veux pas lui voir avec son papy. Mais je vous rappelle que ce dernier, il a eu 3 femmes, toutes les 3 femmes sont décédées, il est resté. Il a vraiment d'argent, ce papy. Mais là, je pense que il y a assez d'éléments pour convaincre pour convaincre la fille de laisser le gars. Donc, si c'est qu'elle continue, tu sais qu'on ne conseille pas une fille amoureuse. Hein. Elle n'est même pas amoureuse, elle c'est même pas l'amour. On peut dire que c'est l'argent qu'elle suit. Bon, peut-être tu vas faire qu'elle écoute des histoires sur DMG TV, surtout celles qui parlent des filles qui cherchaient l'argent derrière les hommes. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. En 2023, là, même les conseils, là, ça va être payant. Hein. Parce que tu vas conseiller, tout, fatigué, tu vas parler, tu feras même 40 millions de vidéos, ça ne va pas suffire. Il y a des gens qui sont bornés. C'est-à-dire que tu as bien suivi, comme on a dit, ok, le sugar daddy ici a demandé que la fille s'habille en blanc. Elle a dit qu'il envoie l'argent pour acheter un caleçon blanc, un soutien blanc, un machin blanc. Bon. Maintenant, tu n'as pas de sugar daddy, tu te demandes la même chose, tu dis, ah, pour moi, il est différent. Moi, on n'est pas la qualité des criminels. Est-ce que John peut me être criminel? Est-ce que Junior peut être criminel? Je ne vois pas comme ça là. Il est vraiment un homme. C'est un homme marié intègre. Il couche seulement avec moi par hasard. Un homme marié intègre, mais il couche avec toi. Les filles, je vous donne seulement les mains. Est-ce que moi je vais même dire quoi? Je vous donne seulement les mains. Et que moi je suis fidèle à mes 3 copines. Un gars va dire je suis fidèle à mes 3 copines. On va dire que moi j'ai seulement 4 gars. Moi je ne suis pas moi là. Je suis pas une fille facile. Je suis pas une fille facile. J'ai seulement 4 gars. Mince. Force tranquille, bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir
Mais je vais raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Euh, Pardon. Pardon. Alors, j'étais invitée à un gala, à une soirée de gala. Arrivée à cette soirée de gala, donc j'étais toute seule, hein, cette nuit-là, cette soirée-là, j'étais seule. Donc la soirée se passait très bien. Il y avait un artiste que je connaissais bien, donc qui était sur la place, qui animait. Et à un moment, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Donc de loin, il me regardait, mais il ne faisait que me regarder. Mais moi, j'étais tranquille. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je vous aime. Voilà, je voulais vous le dire. Il fallait que je vous le dise. Je vous aime. Donc, sachez que je suis célibataire. Si vous êtes célibataire, vraiment, je vous ai regardé depuis que vous êtes arrivé, tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose en vous, mais je vous aime. J'ai dit, c'est gentil, mais je suis déjà mariée. Et là, il m'a dit, bon, d'accord, vous êtes déjà mariée, mais on peut être des amis. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Après, il s'est présenté. Le responsable qui avait organisé le gala connaissait ce monsieur. Donc après, à la fin, on s'est présenté, on a échangé nos numéros et puis nous sommes rentrés. Moi, je suis rentrée chez moi, moi, je les ai laissés là-bas. Et après, cette personne ne faisait que m'appeler tous les jours. Voilà, mais j'ai un projet là très, très, très important, vraiment. Moi, heureusement, ce que j'avais fait quand je suis arrivée, j'en ai parlé déjà à mon mari. J'ai expliqué l'histoire. Ah tiens, ça s'est passé comme ça. J'ai rencontré une personne. Donc, il était déjà au courant. Donc après, cette personne m'appelait tout le temps. Et un jour, il m'appelle, il me propose un projet pour l'Afrique. Un très, très bon projet. Donc, il m'a dit, il fallait qu'on se voie. Et j'ai dit d'accord. Donc, je suis allée. Le projet, vraiment, c'était un projet quand même qui était faisable, c'était fiable, c'était bon. Donc, je suis allée, on a discuté. Mais en cours de route, donc, en fait, j'ai omis quelque chose. Avant qu'on se voie, il m'avait dit qu'il partait, il partait en voyage pour aller assister au mariage d'un de ses amis dans son pays. Donc, je tais le nom. Donc, après, quand il est rentré de ce voyage-là, c'est là où il m'apprend, voilà, il fallait qu'on se voie pour le projet. Donc, nous nous sommes donné rendez-vous à un endroit. Et en route, vu qu'il n'était pas véhiculé, je suis allée le récupérer pour aller à ce rendez-vous-là. Et en route, j'ai appelé aussi mon mari pour lui dire, tiens, je suis avec la personne dont je t'avais parlé. Et je l'ai même passé aussi la personne, ils ont discuté. Ah, c'est un très bon projet, hein. Elle m'a parlé de ça et tout, voilà. Et arrivé à l'endroit nous sommes assis pour manger quelque chose, on parlait du projet. Et là, il me sort 2 objets. En premier, c'est comme un petit collier comme ça, avec un miroir. Il m'a dit ça, c'est ce cadeau que je t'ai ramené du pays là où j'étais. C'est bien, tu vas attacher ça, tu vas mettre dans la voiture. Et il m'a emmené aussi un beau tissu comme ça. Il m'a dit ça, voilà, je sais que tu aimes ça. J'ai dit d'accord, merci. Et après avoir travaillé sur le projet et tout, on a fini. Il me dit, j'ai un ami vraiment qui vient de m'appeler. Il va faire un truc là. Donc, il faut qu'on aille le voir. C'est un artiste. Il faut que tu le vois. Là, je rappelle encore mon mari. Il me dit, vas-y, ça va vu ce que tu fais, tu vas rencontrer des gens. Peut-être que tu pourras parler de ce que tu fais. J'ai dit d'accord. Donc, en rentrant dans la voiture, il a pris le petit truc avec le miroir. Il a accroché ça à mon véhicule. Il a accroché à l'intérieur. Nous sommes allés voir son ami là, qui prestait son artiste là et tout. Et l'artiste me dit, mais tu sais que mon ami là, vraiment, tous les jours, il me parle de toi et tout. Au cas où un jour, toi et ton mari vous divorcez, sache que lui, il est là. J'ai dit, mais attends, comment tu peux me dire des choses comme ça? Ah non, mais voilà, sache-le quoi, parce que c'est un gars bien. J'ai dit, non, ça se dit pas. Donc après, bref quoi, la discussion. Et après, je termine là-bas, je dis, bon, maintenant je rentre. On se dit au revoir, maintenant le projet, on commence quand, on fixe les dates et tout. Je prends ma voiture, j'ai DMG, j'ai encore des frissons quand je parle de ça. Et je sais que mon mari il est sur le live, il te suit beaucoup. Donc il m'écoute aussi. Je parle vraiment sous son contrôle. Donc, je pars comme ça en route, je commence à avoir des vertiges. Je n'arrive plus à rouler.
Je n'arrive plus à tenir le volant. J'ai des vertiges. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une colère en moi. Je ne veux plus rentrer à la maison. Je ne veux plus rentrer à la maison. Et à un moment, je commence à me gratter. Et je me gare. Mais là, je reçois l'appel de mon mari. Il me dit, mais tu es à quel niveau? J'ai dit, je ne veux plus rentrer. Je ne veux plus rentrer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, je cherche un hôtel. Je ne rentre pas. Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, je ne me sens pas bien. Et je le raccroche au nez. Et là, je commence à chercher maintenant un hôtel. Je dis, je ne rentre plus chez moi. Je cherche l'hôtel. Je vais à premier hôtel. On me dit, madame, c'est plein. Deuxième hôtel comme ça. Je sonne, personne ne m'ouvre. Donc, ce jour-là, bizarrement, les hôtels, normalement, attends, il y a toujours des chambres. Mais moi, ce jour-là, j'ai fait des hôtels. Tout était occupé, tout était plein. Je lis comme ça, plein. Et je rentre dans la voiture, je suis en colère. Je ne veux plus rentrer. Je veux entendre personne. Là, mon mari me rappelle. Il me dit, s'il te plaît, rentre. S'il te plaît, rentre. Il me supplie, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'arrive? C'est au moment où j'ai commencé à me gratter et que je voyais même tout mon corps. Ça chauffait. Là, j'ai dit, bon, je veux rentrer quand même. Mais à 11 minutes même de chez moi, je m'arrête encore, je cherche l'hôtel. Il me dit, tu es presque à 11 minutes, rentre. Et je vous signale qu'il n'était pas à la maison. Lui, il était en voyage, il était en Afrique. Donc, il me supplie. J'arrive à la maison DMG, tout mon corps est en feu. Je monte comme ça, il appelle vidéo, je lui montre mon corps comme ça et je ne veux plus. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose on me prend un truc en moi, on est en train de me tirer, ça chauffe. En même temps, je ne me sens pas bien. En même temps, il me dit, bon, enlève tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me rappelle qu'il m'avait donné un truc que j'avais mis dans la voiture. Il me dit, va, fais la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai montré. Il a dit, enlève ça. J'ai enlevé. Il me dit, va jeter ça à la poubelle. Tu vas aller jeter à la poubelle. Et qu'est-ce qui t'a donné d'autre? J'ai montré le tissu. Il m'a dit, va mettre ça dans de l'eau avec du sel. J'ai mis dans de l'eau avec du sel. Il m'a dit d'enlever tout ce que j'avais, d'aller me laver avec du sel. On a prié, on a fait tout. Et il m'a dit, va prendre l'ail. J'ai pris de l'ail, mets sur toi. Donc voilà, j'ai suivi les consignes qu'il me donnait, prendre de l'ail, tu mets sur toi, mets le sel. Ah, ce jour-là, j'ai encore des frissons parce que c'est récent. Et après, je suis restée sur le lit comme ça, toute la nuit, mon corps chauffait. C'est comme si je me battais avec quelque chose, mais qui voulait me prendre quelque chose qui est en moi. C'était une guerre. Quelque chose qui voulait sortir, quelque chose qui me tirait, et en même temps, ça faisait mal à ma peau. Et je vois ma peau comme ça devenir rouge, comme je suis de teint clair là, ça est devenu rouge. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et il était au téléphone avec moi. Voilà, mets live, mets le sel, fais ceci. Et après, je me suis endormie. Le lendemain matin, la personne en question m'appelle. M'envoie d'abord des messages avec des fleurs, avec des trucs. M'appelle par appel vidéo. Donc, j'ai pas pris. Son ami aussi m'appelle par appel vidéo. J'ai pas pris. Et après encore, il m'appelle, il m'envoie des messages. Ça va, c'était juste pour savoir si tu étais bien rentré. Et là, après, j'ai répondu quand même. J'ai dit oui, tout va bien. Et après, j'ai eu mon beau-frère qu'on a expliqué l'histoire, qui m'a dit, le truc qu'il t'avait donné, la prochaine fois, il fallait pas rentrer avec tout ça chez toi, même le tissu. Il fallait déjà jeter. Bon, après, il m'a donné des conseils pour plus tard aussi, pour des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui est pas bien. Il faut peut-être uriner dessus, parce que quand on urine dessus, ça détruit tout ce que la personne avait fait de mal. Mais ce tissu, moi, je ne sais pas pourquoi. On avait jeté le truc là, avec le miroir là, mais le tissu DMG. Je reviens là j'étais en Afrique, ce tissu-là, je l'avais emmené. Et ça nous a créé des problèmes avec mon mari. Incompréhension totale. Partout, on ne s'entendait pas. Jusqu'à ce que je me suis débarrassée de ce tissu. Je me suis rappelé, mais attends, moi, donc ce tissu-là, donc je l'avais mis l'autre fois dans le sel, ce soir-là, mais après, je l'avais étalé. Quand je suis allée en Afrique, en vacances, je l'ai emmené là, récemment là. Et c'est là-bas qu'on a eu des problèmes en compréhension. Moi qui écoute, j'écoute plus. Lui on ne s'écoutait plus. Il a fallu avoir séparation.
Et je me rappelle, le tissu, mais j'étais venue avec. Et je me suis séparée de ce tissu-là. C'est ça qui m'a emmené la paix. Je suis rentrée, et le gars là, il ne m'appelle plus jamais. Il ne m'appelle plus. Là, depuis que je suis revenue là, j'ai pas eu de ses nouvelles. Et le projet qu'on devait faire aussi, je ne ferai plus. Voilà, je voulais juste te dire, le monde là, je ne sais pas. C'est dangereux quand même. Qu'est-ce que la personne voulait chercher? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour moi, avoir quelque chose j'avais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, faisons attention. Il faut qu'on fasse attention avec qui on travaille, avec qui on va collaborer, avec qui... Et la gentillesse, des gens vont dire, faisons attention, vraiment. Et surtout, pour ceux qui sont en couple, vraiment, confiez-vous les uns aux autres. Moi, si je n'avais rien dit ce jour-là, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Merci en tout cas à tous. Merci. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire, Force tranquille. Je voulais même souligner le fait qu'il y a beaucoup de communication entre ton mari et toi. Et c'est ça le plus important. Bon, je vais vous raconter une histoire. J'espère que d'abord, je salue tous les abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Si tout le monde va bien, je suis content. Donc, je voulais vous raconter l'histoire d'une mère qui a envoyé les moustiques aller boire le sang de son enfant. Quand on dit que sorcellerie, il y a dimension par dimension. Là même, j'ai vu que, il y a encore de nouveaux niveaux qui sont développés. On a parlé d'un gars qui était très malade et qui souffrait toujours d'anémie. Il avait toujours un problème de manque de sang. Il était à l'hôpital. Vous me recevez? Oui, on te reçoit là. Donc, le gars, il avait toujours, il est anémie. Il est anémie et chaque fois, il est à l'hôpital pour des perfusions sanguines. Chaque fois, il est à l'hôpital pour des perfusions sanguines. Donc, un jour, il est parti à l'hôpital. Le médecin lui a dit qu'il devait faire une analyse approfondie pour voir un peu ce qui ne va pas. Parce que la façon dont chaque fois, il se retrouve avec des problèmes d'anémie, que ce n'est plus normal. On lui a prescrit des médicaments, on lui a fait un peu de tout, mais ça ne marche pas. Mais après des analyses, un bilan de santé générale, on ne trouve rien. On ne trouve rien du tout, rien du tout. Donc, le gars est allé se confier à sa femme. Il fait comprendre à sa femme que, voilà, après toutes les analyses qu'on lui a faites, que le médecin n'a rien trouvé. Donc, lui, il commence à s'inquiéter parce que chaque semaine, il allait à l'hôpital pour une histoire de perfusion de sang. Qu'est-ce qu'il boit le sang? Je ne sais pas. Ce n'est même pas comme s'il tombe malade et il a le palu, il a quelque chose. Non. Il est comme ça seulement. Il commence à blanchir debout, comme si quelqu'un buvait le sang dans son corps. Donc, c'est ça que les femmes, ils aiment parler un peu. Donc, elle est partie raconter à sa grande soeur que, voilà le problème que j'ai dans mon foyer et du tout, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est sa grande soeur qui ne dit pas. Je vais te montrer un pasteur qui va essayer de prier pour ton mari. Et puisqu'il a la vision, s'il trouve quelque chose, il va. Donc, la femme, au début, n'a rien dit à son mari. Elle est allée seule avec sa soeur chez le pasteur. Ils ont prié. Le pasteur lui a dit que, la nuit, je vais voir si j'arrive à faire des songes sur votre situation. Je vais te faire un retour. Il s'est fait que le lendemain, le pasteur lui fait comprendre qu'il s'est fait attaquer la nuit par une femme. Donc, a décrit un peu la femme, sa taille, sa corpulence, et tout. Et que cette femme est venue sauvage à l'attaquer et qu'il s'est vraiment battu avec cette femme-là. Quand il a fini de raconter ce qu'il a fait, bref, ce qu'il a vécu dans son rêve à la femme a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc la femme ne savait pas comment dire à son mari qu'elle était allée quelque part et que voilà ce qu'il en était. Donc elle en est parlé avec sa grande soeur qu'il a mis chez le pasteur. Et ensemble, ils sont retournés chez le même pasteur avec sa grande soeur. Et le pasteur dit qu'avec ce que lui, il a vécu la nuit là, que ce n'est pas un combat dans lequel il pourra s'engager parce qu'il a une famille à protéger et que d'autres personnes
ont besoin de lui. Mais que dans la révélation, il a reçu, après le songe, il s'avérait que c'est sa propre belle-mère qui est derrière ça. Mais pourtant, le monsieur dont on parle, c'est un monsieur qui est allé à l'école, il a eu de grands diplômes, il a eu la chance d'avoir de l'emploi. Parce que de nos jours, ce n'est pas facile pour tout le monde d'aller à l'école et d'avoir du boulot. Hein. Le monsieur a un bon poste quelque part au trésor public, il a reçu une belle maison et tout. Donc le pasteur s'est désengagé, il dit que lui ne peut pas. Parce que déjà, la première fois, voilà ce que ça a donné. Donc lui s'imagine s'il continue. Donc les deux ont fait demi-tour. Quand la femme est rentrée, elle a pris son téléphone et c'est comme ça qu'elle a appelé son père. Pour faire savoir à son père que, voilà un peu ce qui s'est passé. Je suis allé avec Rancher quelque part, voilà ce que le pasteur nous a dit. Donc le père dit, ok, si c'est ça, je vais essayer de vérifier de mon côté et je te ferai un retour. Donc le papa est allé voir un céleste parce que lui-même, il est céleste. Le papa est allé voir un Oli pour faire une vision. Et l'Oli, l'homme visionnaire, est revenu avec la même chose. Il a dit à son père que ce n'est pas vraiment du jeu et que ça ne soit pas un combat facile parce que le monsieur n'est pas malade, mais que c'est sa propre mère qui use de son sang. Que si le monsieur a un problème avec sa mère, il devait aller résoudre le problème. Le lendemain, le père appelle sa fille et lui dit, j'ai eu à peu près les mêmes résultats que toi, donc c'est un peu ça. Donc finalement, la femme a pris son courage à deux cœurs. Il explique à son mari, mais il n'a plus dit à son mari que c'est sa soeur qu'il avait amené chez le pasteur entre-temps. Il dit seulement que la situation l'inquiétait et qu'il avait demandé conseil à son père. Et que son père, après quelques enquêtes spirituellement parlant, voilà le résultat auquel il est revenu. Et comme le monsieur, c'est qu'il respecte beaucoup son beau-père, il a de l'admiration, il ne cache rien. Donc, après la conversation, il a appelé son beau-père, il dit à papa, voilà, votre fille va faire le point et tout et tout. Donc, son beau-père lui a demandé de venir le voir, que ce n'est pas une question de téléphone. Donc, il est allé le voir. Le père, ils se sont entendus, ils se sont donné un programme pour retourner encore dans la paroisse céleste pour son beau-père. Donc, ils sont partis et ils ont rencontré le chef de la paroisse avec qui il a échangé. Et le chef de paroisse lui a dit précisément que c'était sa propre mère qui le rendait malade. Que ce qu'il a, c'est mystique. Qu'on buvait son sang. Donc le monsieur lui a demandé s'il avait un problème particulier avec sa mère. Et c'est là que le jeune expliquait que non, en réalité, que quand il a commencé par gagner de l'argent, il voulait construire sa maison. Et donc sa mère avait voulu qu'il construise d'abord pour elle avant de construire pour lui. Donc le gars refusait, le gars dit non, comme j'ai déjà une famille, il faut que je mette la famille à l'abri et une fois que je finis, je vais te faire un petit truc. C'était contre ça que la maman était. Donc la maman se disait que c'est sa femme qui lui prenait la tête et qui faisait en sorte qu'il ne s'occupait plus bien d'elle parce que apparemment c'est un monsieur qui prenait bien soin de sa maman avant de connaître sa femme. Et comme on dit toujours, quand vous avez un homme responsable dans votre vie, il prend soin de vous. Donc, le beau-père a suivi dans l'histoire, il s'est dit, donc si je comprends bien, c'est parce que tu as refusé de construire la maison de ta maman avant de construire ta maison qu'elle t'en veut. Ok, donc ils ont demandé au Père Céleste qu'est-ce qu'il avait fait. Donc le monsieur les a dit, vu le degré de la chose, qu'il va falloir qu'il passe faire une enquête spirituelle, c'est-à-dire la nuit. Il doit faire des veillées de prière et voir un peu s'il y a possibilité. Parce que sa mère est dans quelque chose de très grand et que c'est même au-delà de la sorcellerie. Le monsieur les a donné 7 jours. Donc 7 jours après, quand ils ont recontacté le monsieur les a dit que effectivement que sa mère est une grande sorcière et qu'elle n'est pas dans une loge de sorcellerie, mais que c'est elle-même la fondatrice de la loge de la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est elle la baronne du clan. Et que c'est une personne marchande, c'est-à-dire que c'est une personne qui a l'habitude de vendre la vie des autres. C'est-à-dire, par exemple, si tu viens au monde avec une étoile, et
on peut voler cette étoile-là et aller le rendre à quelqu'un d'autre qui a la quête de ça. Donc, il y a aussi une histoire qui est derrière. Donc, en réalité, même le succès de son enfant ne lui était pas destiné. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui devait prospérer, effectivement, mais que c'est sa mère qui avait boosté sa vie afin qu'il réussisse. Donc, le fait qu'il avait refusé d'obéir à sa maman, la maman avait pris ça pour une trahison. Nous voilà devant le fait accompli. Parce que là, le monsieur arrive à comprendre pourquoi chaque fois que sa femme tombe enceinte et qu'elle accouche l'enfant dessus. L'enfant, elle porte la grossesse pendant 9 mois, hein, comme toute femme. Et dès qu'elle accouche, l'enfant décède. Le monsieur a commencé par regrouper les pièces du puzzle. Il a demandé qu'on essaie de lui sauver, de sauver sa famille et de trouver une solution. Donc le monsieur lui a dit, il va lui donner de l'eau, une eau bénie, je ne sais pas, un truc comme ça. Il devait asperger sur des fruits et apporter à sa mère. Donc il a cherché l'eau chez le monsieur et il a fait ce que le monsieur a dit. Il a apporté l'eau chez sa mère, le fruit parce que il paraît que c'est une dame qui aime les fruits, notamment les ananas, les bananes, les plantains, autres. Donc, il a apporté les fruits en guise de rendre visite à sa mère et tout. Donc, la maman a pris les fruits, mais elle n'a pas mangé. Donc, le fils a passé un week-end avec sa maman, y compris avec sa femme, comme si de rien n'était. Mais le dimanche soir où ils étaient en train de partir, la maman lui dit simplement une chose. Il lui dit, entre moi et toi, quelqu'un va finir par donner sa tête. Le jour où tu vas avoir un serpent dans ton placard, il faut savoir que quelque chose de plus grave va t'arriver. Le fils était intéressé, il demande à la maman, mais pourquoi tu me dis ça? C'est méchant. La maman lui dit non, parce que tu m'amènes des fruits qui sont empoisonnés. Je ne vais pas les manger. Et directement, l'enfant a compris que effectivement, tout ce qu'on lui avait dit était confirmé parce que la maman n'était pas là avant qu'on a aspergé les fruits avec l'eau bénie ou je ne sais pas quoi. Mais comment elle a su ça? Donc, étant un peu sur la défensive, sur la peur, lui et sa femme, ils sont partis sans dire au revoir à quelqu'un. En quittant le village dans la soirée, au Cotonou, ils ont fait un accident. Donc, ils ont fait un tonneau très grave où la voiture était irrécupérable. Le monsieur avait perdu sa jambe gauche. La femme s'est en sortie, la femme s'est en sortie idem et tout. Donc, sur l'hôpital, le fait qu'on devait lui couper le pied, faire les soins sur l'hôpital, le monsieur dit bon, s'il en est ainsi, je vais devoir changer de plan. Parce que si ma maman me déclare une guerre ouvertement, ça ne sera pas facile. Donc, dans la même salle, dans le même lit d'hôpital, dans la même salle, il y a un autre malade qui est là et qui souffre aussi d'une maladie mystique. Donc, le monsieur commençait par se sentir mieux. C'est là le monsieur lui dit, mais si tu as un problème mystique, il faut chercher de tous les côtés. Il ne faut pas seulement prier, il faut demander de l'aide. Donc, il a pris le conseil du monsieur et c'est étant à l'hôpital, il a essayé de contacter l'un de ses amis de longue date avec qui ils avaient l'habitude de jouer et tout sur des terrains. Et c'est l'ami qui lui a dit, si c'est ça, on va voir un peu ce qu'il en est, on va vérifier. Donc, ils ont fait ils sont allés faire là aussi leur consultation, ils ont ramené leurs résultats, monsieur qui était toujours similaire à quoi sa maman a décidé de le tuer. Parce que finalement, la maman a vu qu'il sait maintenant d'où viennent ses problèmes de santé. Donc, le gars est revenu avec un petit talisman. Je ne sais pas si tu connais les talismans, des amulets. Il lui a donné. Il lui dit, garde l'amulette sur toi. Quand tu vas quitter l'hôpital, étant handicap, rends visite à ta mère. Parce que quand il a appelé sa mère pour lui dire qu'il a fait un tonneau en quittant le village et qu'il se trouvait à l'hôpital, que sa santé n'allait pas, la maman n'a jamais décidé de lui rendre visite. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais appelé son fils pour savoir est-ce que tu vas mieux, est-ce que ça va? Non, rien du tout. Donc le gars lui dit, prends le talisman et va, garde le talisman sur toi, va rendre visite à ta mère. Celui qui m'a remis ça m'a dit qu'une fois que tu seras chez elle, qu'elle va te voir parler. Donc, effectivement, après quelques mois d'absence au travail, tu sais, déjà quand tu es en arrêt maladie et que tu ne travailles plus, les activités commencent à baisser. Donc,
Financièrement, ça n'allait plus parce que les entretiens, les dépenses générales ont commencé à tomber dessus. Donc, en même temps, malgré ça, quand il est sorti de l'hôpital, la première chose qu'il a fait, il a pris la route du chemin. Sa femme lui a dit non, repose-toi quand tu vas te regarder. Il dit non. Quand tu as ta mère qui t'affronte, affronte-la. Et ça me rappelle ma propre histoire que j'ai eue avec ma propre mère, qui me disait aussi que si elle ne me donne pas sa bénédiction, que j'allais jamais devenir quelque chose. Je pense que j'ai raconté cette histoire ici. Je pense que c'était ma première histoire. Donc, il est parti, il a loué un taxi, un chauffeur, on l'a amené au village. Et quand il est venu, sa maman n'était pas là avec lui. Donc, les gens du village étaient étonnés de le voir. Et la dernière fois, il était venu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Au point, il a fait ça, change de tout. Donc, on lui a demandé, et il disait non, que c'est un accident qu'il a fait, qu'il rend grâce et tout. Donc, dès qu'on a informé sa maman que son fils est là, la maman a refusé catégoriquement de le voir. Et sous prétexte de lui dire que ce qu'il a amené, qu'il doit ressortir de sa chambre avec la chose avant qu'elle ne fait. Sinon, sans ça, qu'elle ne mettra pas les pieds. Il s'est entêté, il a demandé aux jeunes de le conduire là où sa mère était. C'est comme ça, il est allé par sa mère et dit maman, je t'ai fait quoi? Je suis venu te rendre visite, je t'ai dit j'ai fait un accident, tu n'es pas venu me voir. Je sors de l'hôpital, je viens te voir et tout, et tu reviens de me voir. Je n'ai rien gardé. Et on m'a dit non, qu'il a effectivement quelque chose là, et que la chose dégage une grande flamme. Donc il ne veut même pas qu'il le touche. Donc plus le gars attendait ça, il avait compris que, donc si c'est ça, c'est le moment pour moi de faire du forcing. Donc il a obligé, il s'est forcé jusqu'à ce qu'il a touché sa maman. Une fois qu'il a touché la dame, sa maman est rentrée en transe et il a commencé à parler. Elle a raconté comment elle avait mangé le père du petit, comment elle avait vendu la vie de son papa pour sauver la vie d'un enfant, d'un autre de ses collègues initiés dans la sorcellerie, et avait sorti trop de dossiers. Tellement de dossiers. Et c'est là qu'il faisait savoir à l'enfant que même là où lui-même il est, que c'est son sang qui sert de l'eau. C'est-à-dire la nuit, quand eux ils vont en réunion, quand ils finissent de manger la viande des gens ou boire de l'eau, c'est le sang de son enfant qu'ils buvaient. Et que c'était les moustiques qu'ils envoyaient pour venir chercher le sang. Donc les moustiques venaient le piquer et lui rapportaient le sang. Et c'est ça qu'eux ils buvaient. Donc, étant en transe, elle disait tellement de choses que tout le monde a commencé à paniquer parce que c'est une dame qui était sage dans le village. Tout le monde allait auprès d'elle pour demander des conseils. Personne ne voyait quelque chose de ça sur cette dame-là. Donc, étant là, il demande maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de tout ça? Et sa maman lui dit, étant en transe, il lui dit qu'on ne peut rien te faire. Celui qui va vouloir te sauver, soit va me tuer, soit c'est toi qui meurs. C'est-à-dire, entre eux deux, pour que lui soit sauvé, soit c'est elle qui meurt, soit c'est celui qui va vouloir le sauver qui va mourir. Le gars était dépassé par ce qu'il attendait de sa bouche. Mais mis à moi, il a pris son courage, il a appelé son ami pour lui dire, je suis venu, voilà ce qui est ça. Le monsieur qui envoie le talisman lui a dit non, reste là-bas, ne bouge pas, parce que si tu bouges de là, tu feras un autre accident dans lequel tu vas pas te remettre. Donc c'est le monsieur qui s'est déplacé en conséquence lui-même et il est allé dans le village avec son ami. Ils sont allés rejoindre le gars, ils ont vu la maman. Dès qu'il est venu, il avait apporté un truc comme un rameau, il a fait porter de force à la maman comme une chaîne. Et dès qu'il a porté ça à la dame s'est retrouvée. Et c'est là le monsieur lui dit, on ne fait pas des enfants pour les faire souffrir. Si tu fais un enfant, libère ton enfant. Tu lui as déjà arraché un pied. Qu'est-ce que tu as fait avec le pied de l'enfant? Et il disait au monsieur qu'ils ont fait du barbecue avec Jean, que ça les a servi de nourriture, quoi. Ils ont crié ça, que c'était du poisson, qu'ils ont montré seulement que c'était seulement la queue du poisson, que ces autres collègues voulaient le tout. Et que lui a dit non, qu'on n'est pas encore arrivé là. Donc ils ont seulement coupé le pied et ils ont crié ça et qu'ils ont mangé. Bien, vous me recevez? Oh oui. D'accord. Donc, l'histoire est restée comme ça. Le monsieur a fait certains rituels.
Le guérisseur a fait certains rituels aux jeunes. Il a lavé dans le village et il a demandé simplement aux sages du village de régler ce problème avec la dame. Mais en partant, il a menacé la dame et il a dit à la dame, la prochaine fois que tu vas essayer de nuire à ton enfant, il faut savoir que c'est moi qui va nuire à tout ton clan. Et là, le monsieur lui disait aussi qu'il sait, qu'il connaît et qu'il peut citer du doigt toutes les personnes avec qui elle mange dans la nuit et tout ce qu'ils font dans le village. Que lui-même, il est un sorcier et que lui, sa sorcellerie, ça lui permet de protéger sa famille et de protéger les gens, que lui ne mange pas les autres. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ce qu'il a envoyé là, avec le jeune. Donc le gars est reparti. La dame est devenue folle après le départ de monsieur avec le jeune, puisque en partant, le monsieur lui avait interdit d'enlever le rameau, le truc qu'il avait fait en chaîne là, et puis il a porté d'enlever ça. Le monsieur lui avait interdit d'enlever ça avant 7 jours. Parce que si elle enlève, elle partira encore dans ses réunions nocturnes. Donc, quand le monsieur est parti, elle a voulu défier le monsieur et elle a enlevé le truc la même nuit. Et c'est comme ça qu'elle est devenue folle. Ils ont rappelé le jeune pour lui dire que sa maman s'est déshabillée, elle a commencé par crier, qu'elle est rentrée dans la vie. Donc, le gars appelle le monsieur dit ne mets pas ton pied là-bas et ne t'implique plus ne t'implique plus dans la vie de ta mère. N'oublie ta mère, ce n'est plus ta mère. Ta mère, elle est déjà allée trop loin. Là où elle est, on ne peut plus là. Donc, je voulais simplement vous dire que, comme vous avez l'habitude de dire chez vous au Cameroun que le Dieu est risqué, le Dieu est vraiment risqué. Et on envoie les moustiques aujourd'hui venir chercher le sang pour apporter, pour que les gens se boivent en plus de l'eau. Parce que tous les moustiques qui nous bouffent dehors sont des moustiques naturels. Ça me fait aussi allusion à l'histoire que j'avais racontée où le monsieur buvait la bière dans laquelle une mouche est tombée. Il a fermé la bouteille. Je ne sais pas si tu te rappelles. La maman l'appelle pour lui demander d'ouvrir la bouteille pour qu'elle sorte. Oui. Donc, le Dieu est vraiment risqué. Je vais vous dire, quand soit votre religion ou votre croyance, donnez-vous à fond, protégez-vous surtout, parce que vous ne savez pas vraiment quelle est la dimension de celui à qui vous avez affaire et qui peut vous nuire. Parce que je dis toujours, l'ennemi ne vient pas de dehors. Votre mère peut devenir votre ennemi. Votre père peut devenir votre ennemi. Votre enfant peut devenir votre ennemi. Actuellement, il y a une histoire ici qu'on est en train de gérer d'une fille qui a pris le mari de sa mère. Ils sont en train de se faire une guerre mystique forte. Ça, je vais te la raconter par exemple. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, mais ici qui font la guerre d'un homme, mystiquement parlant. Comment? Voilà une mère et sa fille qui font le litige d'un homme et ils s'entendent mystiquement parce que la mère s'est mariée et sa fille a pris son mari. Donc la mère a décidé de finir avec sa fille et la fille replie quoi. Donc chacun cherche son marabout et envoie le sort qu'il veut quoi. Tout ça à cause des fesses. À cause des fesses, merci. Donc prenez soin de vous, ne vous négligez pas. Pour ceux qui sont chrétiens, priez. Si possible, pour ceux qui sont musulmans, priez, faites des sarakas. Ceux qui sont animistes, croyez. Et surtout, ne vous abandonnez pas. Le Dieu est vraiment chaud. Et d'accord. Okay. Voilà, je vous laisse. Merci pour tous les cadeaux, pour tous les cadeaux. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, en fait, mon problème de connexion, là, c'est spécialement avec toi, parce que avec la même connexion, je peux passer dans d'autres lives. Mais avec toi, il me faut une connexion spéciale que je n'ai pas aujourd'hui, donc je vais la prendre vendredi pour donner des histoires un peu plus longues. Là, aujourd'hui, je vais parler d'un petit témoignage que j'ai reçu. C'est l'histoire d'un monsieur que je vais appeler Jean. Jean, il a déjà eu à se marier, il a eu à faire des enfants, mais aucune de ses relations ne prospère. Il s'est même marié légalement, il a divorcé et tout. Et donc, dernièrement, Jean, il a fait la connaissance d'une petite à moi. Et comme c'est une petite qui prie, à chaque fois, en rêve, elle est confrontée à se bagarrer avec une dame. Et la dame prenait différents visages. Il y a seulement quelques jours, elle m'a appelé encore pour me parler de ça. Et puis je lui ai dit, ça doit être une femme spirituelle. Donc, elle a pris un moment de jeûne et tout. Elle a interrogé l'Éternel qui lui a dit, en fait, c'est vraiment une femme. Mais la femme, en fait, c'est qui? C'est sa petite tante. Vous voyez souvent en Afrique, on va prendre les filles au village pour venir à la maison
pour nous aider à nous occuper des enfants. Et c'est comme ça sa petite tante là est arrivée dans la famille de Jean. Jean était bébé quand la dame est arrivée. Et elle est restée très 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 longtemps. Il arrive pratiquement à l'université. Et depuis très très tôt, elle a commencé à faire des attouchements au petit. Elle a commencé à lui faire des attouchements, à jouer avec sa zibinette et tout. Et l'enfant très tôt, il a pris goût à ça. Parce que en fait, ce qui est là, c'est que c'est la jeune fille, quand c'est la fille qui est victime d'attouchement, c'est ce qui révolte la société. Alors que le petit garçon, même à l'âge de 2 ans déjà, lorsqu'il est touché dans ses parties intimes, il y a une excitation qui naît. Et un enfant qui est habitué à ça depuis les bébés, ça c'est qu'il tombe, il arrive à l'université, c'est avec cette tante-là qu'il avait l'habitude de coucher. Ce qui faisait qu'il n'avait pas de copine dehors et tout. Et à un moment donné, à la maison, la dame, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on a interrogé. Elle n'a pas pu dire qui était le géniteur. Et c'est ainsi qu'ils l'ont ramenée au village. Arrivée au village, quand elle a accouché, l'enfant ressemblait trait pour trait à Jean. Sachant que c'est quand même une relation incestueuse. Le bébé n'a pas fait 3 mois et puis l'enfant est décédé. Et c'est comme ça l'histoire est finie. Maintenant, Jean, étant grand, il s'est rendu compte que ce qui se passait avec sa petite tante n'était pas une relation normale. Et il a commencé, c'est quand il a eu maintenant le courage d'avoir des copines dehors qu'il a commencé à délaisser cette tante-là. Sauf que l'histoire qui pourrait être une histoire anodine qui arrive dans presque toutes les familles, non. La tante en question n'était pas simple. C'est elle en fait qui s'est transformée en femme de nuit pour gâcher toutes les relations, y compris le mariage de Jean. Donc pourquoi j'en parle? En général, on pense que les histoires de mari de nuit, c'est que pour les femmes et souvent, c'est des choses, c'est des liens ancestraux et tout et tout. Non. Il y a l'esprit humain de la sorcellerie qui vient corrompre nos enfants dans nos maisons. C'est vrai qu'on pousse des cris d'orfraie quand il s'agit des petites filles qui sont victimes d'attouchement, alors que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes ont été victimes de cela. Et en général, comme c'est un homme, lui, il s'est dit que peut-être à 12 ans, quand il va mourir sa tante de 30 ans, c'est que c'est un mec. Alors qu'ils font le lit de possession et des choses qui vont gâcher la vie de certains hommes demain. Et beaucoup d'hommes ont ce problème-là. Si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas une histoire sensationnelle, mais c'est parce que c'est des choses que les hommes vivent, mais qui ne font pas, par exemple, le rapport entre ce qui s'est passé dans leur enfance et les déboires conjugaux qu'ils racontent aujourd'hui. Donc, c'est pour que chacun, à son niveau, pour ceux qui prient Dieu, qui prient Jésus, mais ceux qui prient en général, puissent s'interroger si ce parcours sexuel imposé par les tatas qu'on prend pour dire on va garder les enfants. Moi, j'ai un ami qui, lui, il dit, il a connu sa première excitation au CP2, il en est fier, sauf que lui, sa vie sentimentale aujourd'hui, elle est en lambeaux, mais il ne fait pas le rapport. Donc voilà, c'est pour tirer quand même l'attention de plusieurs hommes sur ce cas-là dont on ne parle pas assez parce qu'on pense que c'est les filles qui sont victimes d'attouchement et un enfant qui a 8 ans qui est victime d'attouchement, c'est que lui, c'est un mec. Non, ce n'est qu'une victime et c'est aussi de la violence sexuelle imposée à un enfant. C'est de la pédophilie à la limite. Voilà. Ça, c'est la première histoire. Maintenant, si tu veux que je raconte une autre, oui. Si je peux. Ok. D'accord. Là, je vais parler de l'histoire d'un monsieur que sa mère a eu très jeune. Sa mère avait 15 ans quand elle a eu. Et ils ont eu des relations assez conflictuelles et tout, mais bon, c'est sa maman. Il ne connaît pas réellement son papa, donc c'est sa maman qui est tout pour lui. Et cet homme-là, quand il trouve du boulot, ça ne dure pas et puis on le renvoie. Mais c'est ainsi qu'un jour, il a été embauché comme chauffeur dans une ambassade. Et dès que sa maman a appris qu'il a eu du boulot, elle fait appeler pour lui dire qu'elle a besoin de construire sa maison. Dès qu'il a été embauché, et donc il dit à sa maman, c'est mon premier mois de travail. Ta maison, bon, la maison au village, c'est pratiquement 1000 €. Il lui a dit, bon, c'est mon premier mois de travail, je ne peux pas, en l'état actuel des choses, te promettre que tu donnes 650 000 francs pour que tu construises ta maison. Donc, donne-moi le temps, après une longue période de chômage, au moins de pouvoir tourner, puis je vais te trouver de l'argent.
Le mois qui a suivi, boum, sa maman a débarqué chez lui à Abidjan. Il sort du boulot, il arrive, sa maman est là. Qu'elle est venue chercher de l'argent pour aller construire sa maison. Ayant perçu son salaire, il enlève une somme de 350 000 francs, sur les 600 000 francs que sa maman a demandé, et puis il lui donne. Donc elle lui dit non. Le lendemain, qu'elle veut aller visiter son travail. Il était chauffeur d'ambassadeur. Donc, il va avec sa maman au travail, il va voir l'ambassadeur, oui, ma maman est là et tout. Puis l'ambassadeur regarde la femme, il la trouve tellement jeune, il voulait avoir une preuve pour voir si c'est vraiment la maman. Et donc le monsieur sort sa pièce d'identité, sa mère sort sa pièce d'identité, il s'est prouvé que c'est sa maman. Donc l'ambassadeur sort une enveloppe de 400 000 francs qu'il remet à sa maman. Et les autres collègues, en tout cas, ils se sont cotisés. Le jour-là, la dame est sortie de l'ambassade avec 1 150 000 francs de dons. Donc, quand elle arrive à la maison, elle fait asseoir son fils pour dire, bon, elle veut partir au village. Il faut que son fils complète les 350 000 francs qu'il lui a donné là à 650 000 francs. Il a dit, mais maman, moi, je t'ai donné 350 000. À mon travail, tu as eu près de 1 150 000. Ah, normalement, si ta maison fait 650 000, tu as largement de quoi pouvoir la construire. La maman dit non, il faut que son enfant lui donne de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle s'emporte et puis elle veut le taper. Donc, lui, de revers de la main, il s'est défendu. La femme dit que le fils l'a frappé. Donc, le lendemain, elle a ramassé les bagages, elle est partie au village. Le gars, il s'est dit, bon, sa maman est fâchée. Il va trouver le temps, puisque quand elle est arrivée au village, elle a appelé pour dire, les oncles ont appelé pour dire, ah, ta maman est arrivée ici toute fâchée, comme quoi tu lui aurais porté main. Il a dit, c'est pas ce qui s'est passé, mais si elle le dit, je viendrai lui demander pardon. Il a dit ça. Le jour qui suit, il va au travail. Il ne sait pas dans quel coup. Il fait un accident. Le monsieur fait un accident, il tombe dans un coma profond. Il n'y avait personne pour dire qui il était, pour pouvoir l'identifier, de telle sorte que là où il habitait, tout le monde pensait qu'il était mort. C'est surtout que c'était au moment où il y avait des événements un peu pénibles chez nous en Côte d'Ivoire. Et le monsieur, par la grâce de Dieu, il sort du coma, tout bandé et tout. Quand il arrive à la maison chez lui, au quartier chez lui, il y avait les bâches. Les gens étaient en train de faire ses funérailles parce qu'on ne savait pas où il était pour eux. Il était décédé quelque part. Et on l'avait peut-être jeté dans une bourse là-bas. Et quand le monsieur sort, il arrive à la maison chez lui. Il trouve que dans le quartier, les gens avaient déposé la bâche et tout. Ils avaient même cotisé de l'argent. Et étant donné qu'il était réellement blessé, il ne pouvait pas reprendre le boulot. C'est ainsi qu'il a perdu son travail. Il perd son travail. Il y a des soins énormes à faire parce qu'il avait un côté carrément paralysé. Et sa femme qui s'est débrouillée ne pouvait plus. Elle dit bon, elle va faire partir son mari au village pour le faire soigner. Donc le monsieur, il va au village, ça va un peu quand il revient en ville pour chercher encore du boulot, mais ce n'est pas tellement ça. Donc un jour, il va au village voir sa maman. Ils sont en train de causer, et puis il y a un de ses cousins qui passe. Et puis le cousin lui dit, mais à la maman, mais pourquoi tu veux forcément tuer ton fils? Donc le gars lui il est assis là, et puis il est étonné quoi, qu'on juge son prix devant lui. Et le cousin indexe la maman, mais qu'est-ce que ton fils t'a fait? C'est ton fils unique, tu l'as eu très jeune. Il fait ce qu'il peut pour toi, mais pourquoi tu tiens absolument à le finir? Parce que ce qu'il a là, c'est pas quelque chose de simple, c'est toi qui es à la base. Lui, il est là, ça a failli devenir des histoires parce que son grand-père était là, donc son grand-père essaie de calmer il essaie de calmer un peu les esprits. Et puis bon, ça passe. Après le gars, le jeune, et le monsieur plutôt, il voulait aller rendre visite à un village voisin. Il est arrêté au bord de la route, le temps d'attendre un véhicule qui va venir pour le prendre. Il se dit, c'est pas où la moto est quittée. Quand une moto venait, il s'est un peu excentré pour que la moto puisse passer. La moto est venue le cogner. Quand la moto l'a cogné là, c'était quand même une petite égratignure. Hein. Le temps d'arriver à la maison, son pied a enflé. Il ne peut plus marcher. Et le même cousin revient et puis dit à sa maman, ton fils là, ce que tu es en train de lui faire là,
c'est pas bien. Donc, si tu veux que je le soigne, donne-moi une poule blanche. La maman dit qu'elle n'a pas de poule blanche. Il dit, bon, tu n'as pas de poule blanche, donne-moi une plume blanche pour que je puisse soigner ton fils. La maman s'en va, elle revient, puis elle lui donne une plume noire. Il dit, mais pourquoi tu me donnes une plume noire alors que je t'ai demandé une plume blanche? D'un simple accident, le monsieur qui était sorti de l'hôpital, ça allait, il a encore rechuté totalement. Maintenant, les problèmes étaient devenus des problèmes pulmonaires. C'est-à-dire que par semaine, pour dépenser les médicaments, il payait au moins un médicament de 250 000 francs. Et sa pauvre femme était obligée de le laisser au village, faire la navette et tout. Et il était carrément à la crise de la mort. Ça, c'est qu'on lui parle d'un homme de Dieu. Et c'est cet homme de Dieu-là, quand il est parti là-bas, le monsieur a prié pour lui. Et c'est là-bas qu'il a su effectivement que sa maman vraiment voulait en finir avec lui. Et quand tu viens dire à sa maman dit, elle lui dit textuellement, directement, pas devant, elle n'est pas allée, elle n'a pas tergiversé, elle lui dit carrément que elle veut que son fils soit son mari. Oui. Et tant que son fils ne sera pas son mari, elle ne pourra pas le laisser en paix. Et donc, par la grâce de Dieu, par les prières et tout, le monsieur est guéri. Et quand le monsieur est guéri, il s'est un peu éloigné de sa femme. Maintenant, là où le drame va survenir 5 ans plus tard, le monsieur étant guéri, il n'est pas resté accroché à Dieu. Il a refait sa vie tranquillement. Et finalement, la maman a eu raison. Elle a tué son fils. Elle a tué son fils. Donc, c'est pour dire quoi? Quand on va vers Dieu, là, pour demander guérison et protection, une fois qu'on a obtenu ce qu'on cherche, il faudrait qu'on reste accroché. Parce que, je le dis ici, tout le monde connaît ce mot-là. Le sorcier, il est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que, si le sorcier doit se lier au gardien de ta société dans laquelle tu travailles, pour pouvoir arriver à te nuire, ou bien à finalement te tuer, il va le faire. Et cette maman-là a pu tuer son fils. Elle a finalement réussi à tuer son fils parce que son fils il n'est pas resté accroché à Dieu. Après, Mami Wata, chacun est libre de ne pas croire en Dieu ou pas, mais moi je crois en Dieu et c'est en ce Dieu-là que moi je crois, le Dieu avec 2 majuscules, s'il te plaît. Donc de rester accroché à Dieu, celui qui est le créateur de toutes choses, y compris même des sirènes des eaux, parce que c'est lui qui crée tout. Donc au moins c'est une exhortation à chacun de nous à rester accroché à Dieu, à Jésus pour nous, à Mahomet pour les musulmans, mais croyez en quelque chose. Et quand vous avez trouvé une solution dans ce en quoi vous croyez là, restez accroché parce que l'ennemi là, il est sous nos orteils. Il est sous nos orteils. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager ce soir. Et puis vendredi, je viendrai avec une autre histoire de la fille qui a tué 4 300 000 personnes. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Allô? Oui, bonsoir DMJ. Bonsoir, comment tu vas? Il n'y a rien de grave. Je voulais partager ma propre histoire. Il y a la radio derrière toi là. Ok, c'est la télé. C'est ma propre histoire. Tu as arrêté la télé d'abord? Comment? Tu as éteint la télé? Oui. D'accord. C'était en 2009-2010. J'étais avec un gars. C'était un brouteur en fait. Mais moi je l'aimais bien, moi je me débrouillais. Je suis habituée, je me débrouillais bien aux 2 plateaux. Et c'est ainsi que le gars, vraiment, mon épouse. Le gars, j'étais avec lui, tout et tout, souvent il faisait des dépôts. Il me disait que non, ça va pas chez moi, c'est ceci, cela. Et je dis, ok, mais c'est investi ce gars juste pour... J'ai arrêté de travailler. Parce que je me sentais pas bien. Je travaillais avec des Coréens, là. Des bavatchés, mais des Coréens. Donc, un jour,
J'avais fait des Toussaint. Voilà, fait des Toussaint. Le gars, il allait consulter, il a vu mon étoile. Ils lui ont dit qu'il n'a qu'à prendre mon étoile. Bon, il n'a qu'à me sacrifier au fait. Faut le ciel, tout. Prendre mon étoile pour avoir de l'argent. C'est pas facile. Ça pour mon étoile pour avoir de l'argent. Donc, bien sûr que le gars, il partait dormir au cimetière, coucher avec moi. Partait au cimetière, coucher avec moi, tout. À chaque fois que je quitte derrière lui, je viens. Il y a une de mes camarades qui est là, qui est ma meilleure amie même. Je lui dis, ça va pas, hein. Chaque jour que je couche mon chéri là, il est mal ici. Il dit, attends, tu aimes trop ça. Il dit, non. Il quitte derrière mon chéri, quand je viens, il est toujours mal au bas-ventre. Je vois que mon geste quand même est toujours enflé. Elle dit, toi tu aimes trop ça. Puis un jour, un homme de Dieu, c'est lui qui l'est passé, mais il a fait des trucs sur moi-même. Bon, je ne sais pas si ça approuve pas, mais c'est que ça allait pas bien. Moi, pour moi, hein, ça allait bien, mais chez lui, il m'a déjà vendu. Et un jour, je croise un homme de Dieu. Peut-être donner comme ça de maman au marché, puis voir un homme de Dieu qui m'arrête. Il me dit, ça va. Il dit, mon nom de famille, tout ça, il dit, ça va. Il dit, oui, ça va. Il dit, il t'invite à l'église, hein. Il dit, il vient après. Il dit, non. Il t'invite à l'église. Si tu viens pas là, tout est fini. Il dit, comment est fini, comment? Il me dit, ma petite, arrête-toi. Je me suis arrêté. Il dit, non. Que tu as ton chéri, qui s'appelle, tant que je n'ai pas dit le nom, avec le monde est risqué. Il dit, il dit, oui. Il dit, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu qui m'explique tout ça là. Moi, il ne savait rien. C'est l'homme de Dieu qui me dit que ton chéri avec qui tu es là, et c'est souvent tu n'as pas mal. Il dit, si j'ai mal, il me dit, que ton chéri là, t'as déjà vendu dans le monde spirituel. Il dit, l'homme que me connaît là. Il dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Il vient, ses yeux sont rouges. Il dit, oui. Qu'il me dit, non, qu'il ne se sent pas bien. Il dit, oui, ton chéri, là, il va dormir au cimetière. Eux, ils lui ont donné quelque chose quand il vient coucher avec toi, là. Excusez-moi un mot, mais son pénis, pas si on appelle ça pénis, c'est quoi? C'est transformé en pine de cheval. Il dit, comment? Il dit, oui. Que ça, c'est se transforme en pine, ça se transforme en pine de cheval, puis couche avec toi. Il dit, voilà. Bon, je ne l'ai pas dit directement, mais mon cœur là-bas. Il dit, je comprends pourquoi à chaque fois j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal au bas-ventre. Mais il dit, bon, viens, il a mis esprit de folie. C'est dit que la mort est folie. C'est dit, quand il a fini de faire ces trucs-là, après, 2 jours après là, tu vas devenir folle de ça, tu vas mourir. Que regarde, si tu viens à l'église aujourd'hui, que je prie pour toi, elle va se confesser. Il dit, il dit, oui. Donc, c'est comme ça. Moi, il aime négliger les choses, mais cette fois-ci, il ne néglige rien. Il va prendre ça au sérieux. C'est comme cela que je suis allé à l'église. L'homme de Dieu a prié pour moi jusqu'à... Il a prié pour moi. Il me dit, regarde, tu vas voir. Bon, comme c'est ma première fois là, il voit le commentaire, mais il s'est un peu mélangé. C'est pas de ma faute. C'est l'homme de Dieu a prié pour moi, que lui-même l'a avoué. Il dit, viens me voir. Il dit, non, il ne veut pas te voir aujourd'hui. Il dit, non, viens me voir. Il dit, il ne veut pas te voir. En même temps, lui-même l'a avoué. C'est dit que l'homme de Dieu m'a prié pour moi. Je dis, c'est parce que là, Dieu a sa main sur moi, sinon il y a longtemps que mon était mort. Dieu a sa main sur moi, c'est parce qu'il y a longtemps que mon était mort. Parce que le gars m'a déjà vendu. J'ai donné tout. Mais le gars aussi avait de l'argent. Il avait de l'argent.
Moi, c'est moi, il avait de l'argent. Qui demande tant, il me donne. Qui me demande tant, il me donne. Ça allait pas chez lui, mais après, ça commence à aller. Donc, là, qui demande ça, il me donne. Qui me demande ça, il me donne. Je lui donne. Quand il demande ça, il lui donne. Lui aussi, il me donne aussi, il me donne aussi. Il dit, ah bon, c'est comme ça que Dia était enceinte, il ne savait pas. Il était enceinte du gars, il ne savait pas. J'ai fait test, j'ai vu qu'il était enceinte. Il a envoyé un message pour dire qu'il est enceinte. J'ai dit non, c'est pas pour lui que moi, il est trop négatif, que non, c'est comme ça, c'est comme cela, que lui, là, il prend pas. Et je dis, ok, je te vois la grossesse, moi aussi, il n'est pas resté grossesse comme cela, là. C'est que c'est pas la peine. Donc, c'est comme cela, même, ça, à l'hôpital, il me s'est caché, mais l'homme de Dieu m'a donné le conseil, mais il me s'est caché, j'ai ça enlevé. Mais il a enlevé, il a fait une semaine, il saignait. Il saignait, il a fait mourir, tout ça, là. Mais comment Dieu a sa main sur moi, je me suis retiré de là. Il veut dire au Dieu à mes soeurs que on aura beaucoup se méfier. Voilà, le monde est risqué. Tu peux rester ton chéri, n'a rien, mais tu ne sais pas ce qu'il a en tête. Il va le consulter chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils vont dire non, que ton étoile est immense. Il va vouloir te tuer. En tout cas, ce qu'il peut dire, sensibiliser un peu. Parce que depuis que je te suis, je ne sais pas, ça fait quelque chose, 2 mois, 3 mois que je te suis beaucoup d'MG. Donc là, il voulait partager ça un peu avec toi et les abonnés aussi. Il fait beaucoup attention. En tout cas, le monde est pourri. D'accord, merci pour l'histoire. C'est un peu ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, DMG, comment tu vas? Bien, j'espère. Oui, très bien, toi-même. Ouais, ça va. Bon, j'aimerais partager une histoire que j'ai vécue il y a très longtemps de cela, dans la classe des terminales. À vrai dire aussi, j'étais vraiment naïf en ce temps. Hein. Donc, j'avais un ami qui, lui, était brouteur. Oui. Bon, quand on sortait avec ses amis et tout ça, je voyais ses amis d'autres venaient avec des voitures et tout. Bon, moi, j'étais pas vraiment attiré par ça, mais je me sentais bien avec lui. Et les vacances, on avait décidé d'aller au Ghana. Ça, c'était notre point. On a dit, on va en vacances au Ghana. Donc, le matin, on fait le sac, paf, je prends mon sac. Je le suis. Dans le taxi, je vois, il change de direction et il dit au chauffeur, on va dans à la gare. On va dans une autre gare. D'accord? On arrive à la gare, il dit, mais ici, c'est pas la gare qu'on connaît là. Il me dit, non, on va dans le nord, on va visiter là-bas et puis il y a un ami qui est là-bas et tout ça. Ok. Moi, ça m'intéresse, ça me plaisait bien parce que je me disais que ça permettait de changer un peu de cadre et tout ça, de voir d'autres choses. Donc, je le suis. On arrive dans le nord. Il y a un monsieur qui vient nous chercher un vieux à moto. Ok. On arrive dans un village vraiment bizarre. Ok. Et là, j'étais un peu confus au fait. Le lendemain, là, il y a ma mère qui m'appelle maintenant pour me dire, mais c'est quoi? Vous partez au Ghana? Mais j'appelle là-bas, on me dit, vous n'êtes pas encore arrivé. Je dis, non, au fait, on est allé dans le nord. Pour moi, ma vieille, je ne lui cache rien. On est allé dans le nord. Comme on a mis un autre ami ici, donc du coup on est venu faire passer 2 ou 3 jours ici, puis après on va au Ghana. Je dis ok. Je sentais pas trop le truc. Maintenant, lui, je lui demande, mais attends, on est venu faire quoi? Et il me dit, bon, je te dis la vérité. Que non, son ami, un de ses amis lui a dit que c'est ce monsieur-là qui a fait, je sais pas, son truc de broutage pour lui et tout ça. Donc du coup, il a préféré venir voir le monsieur, et puis après on va au Ghana. Je dis ok, comme c'est sa vie, d'accord. Et je crois le lendemain soir, le monsieur nous dit, bon, qu'on va aller quelque part, c'est là-bas, il va faire les trucs pour le gars. Curieux, j'ai dit, ok. C'est ça, on a dit, je croyais pas au truc mystique, hein, ça sans vous mentir, je croyais pas au truc mystique, pour moi c'est des bêtises. Mais c'est ce jour-là, j'ai vu qu'il existe 2 mondes. T'as le monde spirituel et le monde physique. Et il arrive que des gens du monde physique disparaissent, tu sais quoi? Disparaissent du monde physique et se retrouvent dans le monde spirituel. Du coup là, on sait plus où ils sont. Le soir arrive, le monsieur nous met sur une moto, je crois, il était tard dans la nuit. On est sur la moto. Je dis bien que je regardais la route. Hein, parce que je me disais qu'au cas où il déconnait, voyait le pousser là-bas et puis prendre la fuite, retrouver le chemin. Donc je suis le monsieur. On est dans la voie sur la moto. Je te jure qu'on est passé dans la brousse. DMG, je sais pas comment ça s'est passé. Toute la brousse là,
ça s'est transformé, c'est comme si on se retrouvait au milieu de nulle part. Dans le néant, c'est-à-dire au milieu de nulle part, il n'y avait que les rochers. Rien que des rochers. Et j'arrivais pas, je regarde derrière, tout est noir. J'ai dit, attends, mais de la brousse, on se retrouve là, où on est passé et tout. Je comprenais rien. Ok. Là, on est là, et tout est noir, comme je t'ai dit, tout est noir. Tu vois qu'en fait, tu sens que tu marches sur des rochers. Tu sens que tu es au milieu de nulle part, rien. Et le monsieur maintenant qui élève la voix, il a dit un truc là, et il y a une voix, une petite voix qui répond derrière. Je te jure que mon ami et moi, on a commencé à flipper grave. Commencé à flipper grave. Se mettre à trembler comme dans des dessins animés là. Donc le monsieur qui dit, suivez-moi. On le suit. Mais moi j'étais juste derrière. Je me disais au cas où. Mais au cas où là, je te jure que je me demandais si je devais fuir, je vais passer par où. Je sais pas. Donc on suit le monsieur. Il nous envoie. J'avais l'impression d'être en haut d'une montagne en fait. C'est une montagne. Parce que juste devant nous c'était le vide. Mais il y a une voix qui sortait du bas. Tout était noir. Et il parlait, la voix qui lui disait, qui parlait. Et je te dis que la voix qui donnait où moi j'habitais. Il dit, tu habites ici, voici ton quartier, voici comment ça se passe. Il y a tel caniveau là, juste en face de toi, il y a telle personne qui vend ici. Ça sortait de la voix. J'ai dit, hein? Et il dit que si tu racontes ce que tu viens de voir ici, genre je te tue, un truc comme ça. Bon, moi je me suis dit, bon, ça, une chose est sûre, ça va jamais sortir de ma bouche. Du coup, mon ami était là, il a raconté pour mon ami et tout. Et il dit juste à côté là, il y a une calebasse là, prenez, vous allez vous laver à l'eau. Mon ami a pris, il s'est rincé avec. Il me dit de faire pareil. Je prends, je fais. On finit. Le monsieur, le vieux là nous met sur la moto. Et on ressort. Et j'ai dit cette fois-ci, il faut que je regarde bien la route. Donc je regarde gauche à droite, je regarde bien la route. On passe sur le rocher. Et tout à coup, tout a changé encore. On se retrouve dans la brousse. Et là, j'ai dit, ouais, il y a des choses dans ce monde. On est allé dans le village. Le lendemain, on a pris la route sur Abidjan. Et je suis arrivé, je devais normalement aller au Ghana, mais on a dit, bon, viens à Abidjan et puis après on repart au Ghana. Mais je te jure que c'était pas facile. À peine arrivé net, ma vieille qui me dit non, qu'on a fait, on vous cherchait, on sait pas où vous êtes parti et tout ça. Donc du coup, ton oncle te cherche. Donc il faut aller voir ton oncle. Parce que lui aussi, il te cherchait un peu partout, il l'appelait. Donc j'arrive, mon ami lui il est allé chez lui, hein. Donc j'arrive, je vais voir mon oncle. Et je suis tombé sur celui de prière, c'est-à-dire il tentait de prier. Je vais pas me mettre à l'écart, donc je suis rentré. J'ai fait la prière avec eux, je te jure que j'ai vomi, j'ai rendu grave. Je me sentais faible, j'ai rendu grave, j'ai vomi grave. Et après la prière, que moi je suis rentré à la maison. Le lendemain, ça allait. 2 jours après, bon, moi je suis allé au Ghana. Moi je suis allé au Ghana. Et au retour, c'était à la rentrée maintenant. Je viens, je trouve plus mon ami. Je demande à sa maman, bon, on me dit non qu'ils ont déménagé, lui et sa maman ils sont plus là. Ok. Donc je suis resté dans mon coin. Et pas plus tard que l'année dernière, je sais pas s'il y a un rapport, l'année dernière, j'étais avec mon fils dans la voiture, j'étais allé chercher mon fils à l'école. Cette histoire s'est passée en terminale. Et l'année dernière, j'étais avec mon fils à l'école, j'étais allé le chercher à l'école dans ma voiture. Je roulais et mon fils qui me dit, papa, regarde le fou qui danse devant le marché là. Je jette un coup d'œil sur mon ami en question. Le gars, j'étais choqué, j'ai dit Gary, je regardais le gars, j'étais choqué. J'ai dit waouh. Il a persisté dans son truc, peut-être c'est ce qu'il a rendu comme ça, je sais pas, mais ça m'a choqué au fait. Et ça m'a ouvert en même temps les yeux sur ce 2 mondes qui existent vraiment. Parce que je me dis, il y a des personnes qui disparaissent, on ne sait pas où ils se trouvent. Mais là, du coup, je me disais, si j'étais resté là-bas, qui saurait que j'étais là-bas? Donc, c'est un peu ça ma petite histoire à moi que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire, Guy. Merci beaucoup. Dans les commentaires. Portez-vous bien, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir. Ciao, ciao.